peut utiliser le patrimoine de la société que tu vas racheter pour payer son propre prix de cession. Et est-ce que, à titre personnel, quand tu t'embarques dans une aventure comme ça, alors toi, ta promesse, c'est de dire rachète sans apport, sans caution personnelle. Mais moi, je me dis, si je rachète une boîte comme ça, il faut que j'ai vraiment les poches bien profondes en cas de problème pour pouvoir tout de suite, je sais pas, mettre l'argent qu'il faut pour tenir une saison ou quoi. Et donc, je me dis, je ferai ça quand, je sais pas, j'aurai 200, 300, 400 000 euros sur un compte tranquille pour pouvoir attaquer. Est-ce que c'est une fausse croyance ou c'est une réalité? Alors, c'est la réalité, on va dire, enfin, c'est le schéma classique, c'est tu as l'apport, tu as 200 000 euros d'effet d'apport ou 300 000, tu vas avoir une banque et après tu peux financer l'achat de cette société. Le problème avec ce schéma-là, c'est que il y a deux épées de Damoclès sur la tête. Si tu mets de l'apport, tu vas prendre un risque financier, inévitablement, et des actifs, donc des entreprises qui font entre 1 et 10 millions d'euros, sont par nature des actifs assez volatiles. On l'a vu avec le Covid, avec le milieu hôtelier, par exemple, c'était une catastrophe concrètement, et ceux qui ont mis de l'apport, bah, ils l'avaient perdu, hein, concrètement, Mhm. pour certains. Donc ça, c'est un premier risque financier qui va t'empêcher de déléguer efficacement. Parce que si tu as trop de pression financière, tu as mis toutes ces économies, tu vas être tenté de mettre les mains dans le cambouis et d'être opérationnel dans la société. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est la caution perso. Parce qu'en plus de mettre 200 ou 300 000, tu vas être caution sur le reste du levier bancaire. Et ça, aujourd'hui, c'est une deuxième épée qui va aussi t'empêcher de déléguer puisque tu vas vouloir maîtriser en fait toi-même le business et tu vas être forcé à aller dans les locaux, vendre aux clients, vendre plus pour que la société puisse perdurer, etc. Si tu n'as pas ces deux facteurs-là, tu es beaucoup plus détendu psychologiquement et tu as beaucoup plus de facultés à déléguer auprès d'un manager compétent. C'est-à-dire que se détacher émotionnellement de l'entreprise et en gros l'argent personnel à avoir, il est plutôt pour s'assurer qu'on n'est pas sous pression. Si la boîte elle meurt, bon bah tant pis. Nous on est solide, mais pas pour pouvoir réinjecter dans l'entreprise. Non, moi je ne le conseille pas. Je conseille bien de faire de l'apport pour de l'immobilier ou de la bourse ou de la crypto, mais pas sur des actifs volatiles comme des boîtes, des TPE ou des PME. Ok. Euh, Moi, je te le disais avant, ça fait une année que je vois des vidéos, je regarde des vidéos sur ces sujets-là, et ça me fascine parce que ça a l'air genre trop beau de récupérer une boîte sans apport, sans caution personnelle. Comment ça marche concrètement? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, tout vient du sourcing, donc de ton deal flow. Euh, la problématique numéro un des entrepreneurs que je croise, c'est qu'ils ont un deal flow de une à deux boîtes par mois. Donc, si tu étudies un ou deux dossiers de reprise par mois, tu vas être tenté de tomber amoureux, on va dire, d'un deal, et c'est là où tu vas faire une mauvaise affaire. L'idée, c'est de taper un peu massivement, d'avoir peut-être 10, 20, 50 deals par mois que tu étudies. Tu vas être meilleur négociateur et tu vas avoir des valorisations qui sont beaucoup plus accessibles. Les valorisations qu'ont les membres de mon mastermind, c'est des boîtes qui sont valorisées entre un et 3 fois le bénéfice de fin d'année, plus la trésorerie nette des dettes. Si on part sur ces valorisations-là, il existe des financeurs alternatifs qui vont pouvoir financer plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros dans certains cas, et qui vont pouvoir mettre peut-être 50% du prix de cession, 70 ou même 100% du prix de cession en cash sur la table, sans que tu aies à mettre d'apport et sans que tu aies à cautionner personnellement le financement. C'est pas une dette senior comme on peut l'imaginer. Quand tu vas avoir une banque, tu fais un LBO bancaire. C'est plus un financement par le bas, où on va faire un levier sur les actifs de la société qu'on veut racheter pour justement racheter cette société avec ses propres fonds. Voilà. Et là, il existe de nombreux partenaires que tu peux monopoliser pour le faire assez facilement. Alors, je vais être sincère avec toi, sur la fin, là, c'était un peu du charabia pour moi. C'est-à-dire que, en gros, l'entreprise est valorisée à un certain montant. Au lieu d'aller voir une banque en Ouais. dire filez-moi le pognon pour que je donne ça au patron, je vais voir une petite mafia qui a de l'argent, qui est prêt à le prêter, mais pourquoi eux ils rachètent pas? Enfin, là j'ai pas saisi la fin. Ouais. Alors, non, non, c'est vraiment des organismes financiers. Il en existe plus de 300 en France. C'est juste qu'en fait, on ne les perçoit pas
comme financeur d'acquisition au démarrage. Un exemple, tu cibles une boîte de transport. Elle a 30 camions, 30 tracteurs qui appartiennent à la société, qui sont 100% en propriétaire de la boîte. Tu vas pouvoir faire un levier et refinancer cette flotte de camions pour payer toute ou une partie du prix de cession. Alors, il existe un montage comptable et juridique pour le faire proprement dans les respects de la législation française, bien sûr, mais tu peux utiliser le patrimoine de la société que tu vas racheter pour payer son propre prix de cession. Et c'est D'accord, là où est la magie juste de la fusion-acquisition. d'accord. Et ensuite, après, cet organisme, donc tu vas lui payer tous les mois pour rembourser ta dette, mais tu le finances par l'entreprise elle-même, c'est ça? C'est exactement ça. C'est comme un crédit, mais sur la société que tu vas acquérir et non pas sur ta holding à toi. J'ai un ami là, il a fait ça avec une agence de voyage. Mais par contre, lui, en gros, le patron était un peu fatigué. C'était un peu sur la fin, il avait plus d'énergie. Et du coup, il lui a dit, écoute, tu pars, je récupère. Et sur 3 4 ans, je te verserai X tous les mois ou tous les ans. Je sais pas comment il s'y est pris. Du coup, il y a crédit nulle part. C'est juste un deal avec la personne qui part. Est-ce que ça, c'est un truc qui se fait beaucoup ou c'est vraiment des pépites hyper rares à trouver de gens qui sont prêts à faire ça? Ouais, en fait, tu parles du crédit vendeur. Ok, Et alors, le crédit vendeur, c'est génial. En effet, ça fait partie des 7 sortes de financement possibles pour acheter une boîte. Alors, pour moi, le 100% crédit vendeur, donc un cédant qui va te vendre sa boîte 500 000 euros en 100% crédit vendeur, pour moi, ça reste quand même l'exception. d'accord. La plupart des cédants veulent quand même un montant cash à la signature. Certains peuvent accepter peut-être 20, 30, 40% du prix de cession en crédit vendeur, mais le 100% reste rare. C'est bien dommage. La pratique du crédit vendeur se démocratise de plus en plus. En 2022, il y avait 7% des transactions en France qui étaient faites en crédit vendeur. Maintenant, c'est 12%. Donc, D'accord. ça monte bien. Et surtout avec les banques qui sont de plus en plus regardantes sur les financements. Mais voilà, ça reste quand même l'exception. Ok. Comment tu identifies, tu disais que un des défis, c'est de faire du sourcing, donc trouver ces boîtes-là. Comment tu les snipes? Bon, j'imagine que toi, en tant que commercial, ça doit te faire plaisir de chasser. Mais c'est quoi les critères? Comment on se balade dans la rue, on dit, oh tiens, un truc de transport, on va les toquer, on discute. Ça se fait sur Internet, ça se fait sur paper.com. Enfin, comment ça se passe? Ouais, en fait, tu as plusieurs canaux de prospection, puisque là, c'est vraiment de la prospection, mais pour racheter une boîte. Tu as des canaux qui sont online. Je pense par exemple à LinkedIn qui marche super bien pour faire du sourcing de boîtes. Ou tu as des canaux pardon, qui sont offline, le courrier par exemple. Et le but, c'est vraiment de faire des campagnes massives. On est là pour avoir 30, 50, 70 retours sur la campagne de sourcing qui vont te permettre justement de filtrer les bonnes boîtes à reprendre, celles qui sont bonnes mais avec une valorisation raisonnable et surtout avec des cédants motivés. Parce que le pire, c'est quand tu fais une campagne justement de marketing de masse comme ça et tu as le cédant qui t'appelle en disant bah, quelle est la proposition financière que vous pourriez me faire? J'ai pas de calendrier pour la vente, mais voilà, si vous me faites une proposition indécente, je peux vendre. Ça, c'est le pire. Nous, on Ok. cherche vraiment des cédants motivés avec une valorisation raisonnable et on les trouve en faisant du nombre. Voilà, c'est vraiment la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui pense depuis un certain temps et qui va être proactif à t'ouvrir en gros le capot et te partager ce qu'il en est. C'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Tout à Ok. fait. Et est-ce que c'est un peu comme tu sais, les agents immobiliers, les meilleurs coups qu'ils font, c'est quand il y a un couple qui divorce et il faut que ça se fasse là dans le mois, donc ils sont prêts à brader. Est-ce qu'il y a un peu ça, genre des entrepreneurs à bout de souffle, fatigués, ils ont qu'une envie, c'est de dormir pendant 3 mois. Est-ce que Ouais. c'est une réalité? C'est une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, mes premières questions quand j'ai un cédant au téléphone, c'est pourquoi vous voulez vendre votre société et qu'est-ce qui vous a motivé à m'appeler aujourd'hui? Et en effet, c'est là où on va chercher les motivations intérieures et savoir en effet s'il est à bon souffle ou si sa société est très rentable et qu'il a juste besoin en effet d'une proposition financière indécente pour partir.
ou alors si, voilà, peut-être qu'il y a eu en effet un décès dans sa famille ou autre, et il veut passer à autre chose pour profiter de la vie. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.